Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle table ronde avec une thématique que moi en tout cas j'ai trouvée alléchante sur le papier, hein, avec justement l'innovation en e-santé et ce que ça peut faire. Donc globalement ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais juste remettre un petit peu le contexte sur cette partie innovation. Les interlocuteurs vont pouvoir se présenter aussi rapidement. On va échanger. Évidemment, les interactions, ça peut être intéressant, mais on va peut-être plutôt les faire en fin. Comme ça, on aura toutes vos questions. Et puis, on verra aussi sur le live ce qui peut être fait. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être faire rapidement un premier tour de table et puis de vous présenter à la salle et de dire qui vous êtes. Bonjour à tous, donc Julia Sadji, je suis responsable des projets de recherche, d'innovation et de promotion du numérique à l'ASEI. L'ASEI, donc ASEI, c'est 4 lettres pour définir en gros notre champ d'action qui est agir, soigner, éduquer, insérer. Voilà, entre les lignes, on est une association gestionnaire d'une centaine d'établissements médico-sociaux et de 2 établissements sanitaires. Et donc moi, au sein de cette association, j'ai une mission passionnante qui est d'accompagner les équipes de nos établissements dans leurs projets de recherche et d'innovation. Et donc pour permettre ça, de structurer et d'organiser au sein de notre association les processus de gestion de ces projets. Voilà, donc je suis particulièrement ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'innovation avec cette vue à travers le prisme du médico-social. Merci. Nasser ? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça fonctionne. Ok, bonjour à tous. Donc, Nasser Menani, je suis en charge, je suis responsable des partenariats autour des solutions ICT, donc, qui concernent, on fait compte tout ce qui tourne autour de l'IoT, des réseaux, du cloud, de la sécurisation, mais aussi également de tout ce qui concerne le partage d'informations et de la communication unifiée. Donc, je travaille au sein d'SFR Business, au sein du groupe Altis. Et donc, c'est 2000 collaborateurs sur la partie SFR Business qui répondent à toutes ces exigences d'un point de vue télécom, mais aussi également autour de l'intégration des solutions, autour justement des solutions ICT. Donc, je suis aussi également ravi de partager autour de ce sujet-là une de ces thématiques, parce qu'il y en a d'innombrables autour de l'IoT, mais ça fait partie aussi également de cette thématique qui est très en visibilité aujourd'hui, notamment au regard de ce qui nous concerne d'un point de vue épidémique. Merci Nasser. Jean-Louis ? Jean-Louis Freins, moi je suis professionnel de santé tout d'abord. J'ai cofondé avec Olivier Thuard Bot Design une plateforme de prédiagnostic et de suivi clinique assis sur des outils numériques. Je suis rattaché à titre bénévole à la délégation du numérique en santé et vraiment j'ai la joie de copiloter la phase pilote de mon espace santé en Haute-Garonne. Je voudrais saluer la présence aussi de Fanny qui est dans la salle de France Asso Santé, qui fait partie du groupe. On en a parlé tout à l'heure aussi pour ce déploiement, mais on y reviendra si vous le souhaitez bien sûr. D'accord, merci pour ce tour de table rapide. C'est vrai que sur le titre, il y avait des choses assez alléchantes comme les nouvelles tendances dans l'innovation, mais je pense qu'il est intéressant de repositionner qu'est-ce qu'est réellement l'innovation, parce qu'on pense très facilement à toutes les solutions techniques, mais l'innovation, en fait, ça a quand même une définition. Et nous, chez Kiomed, notre métier, c'est justement d'accompagner, par exemple, l'innovation jusqu'à son marché. Parce que aujourd'hui, on utilise ce terme d'innovation souvent pour parler peut-être d'une invention ou d'une découverte. Or, cette découverte ou cette invention ne devient réellement une innovation que quand elle trouve son marché. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mot qui va être utilisé un peu à toutes les sauces, mais on a des tas d'inventions qui ne trouvent jamais leur marché et qui ne deviennent donc pas des innovations. Et sur ces innovations, aujourd'hui, l'OCDE est très clair, il n'y a pas que des innovations technologiques. Vous avez 4 sortes, globalement, d'innovations. Vous avez celle des produits et des services, mais vous avez aussi celle des processus. Si j'améliore la fabrication de quelque chose, je fais de l'innovation pour le faire. J'ai aussi de l'innovation sur la façon dont je vais commercialiser mes produits. Vous avez des exemples hors que dans la santé, par exemple, avec des gens où vous ne voyez jamais de publicité, et pourtant, ils vendent bien leurs produits. Et puis, vous avez des organisations, des innovations, qui sont aussi sur le management et l'organisation. Parce qu'en effet, depuis ce matin, on entend que le numérique en fait, arrive, ça va changer les usages, et donc, ça va être des innovations organisationnelles. Et ça, il faut aussi les accompagner. Donc, en fait, vous avez pu entendre ce matin qu'il y avait cet accompagnement avec les ambassadeurs pour que le dossier médical et mon espace de santé soient parfaitement intégrés. Donc, il y a vraiment, on va dire, des axes différents sur les innovations. Et sur les innovations, ensuite, on va
mesurer ou les évaluer sur différents niveaux. C'est vrai que celle dont tout le monde rêve, tout start-upper rêve, c'est celle qu'on va appeler un peu de rupture. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant moi, et puis mon innovation casse le marché et je le remplace. Si je prends un exemple hyper simple, vous avez connu, pour certains ou pas d'autres, le vinyle, et puis d'autres, vous n'avez jamais connu le vinyle, vous n'avez pas connu la cassette non plus, mais ça, c'était des innovations de rupture qui ont fait changer l'usage, qui ont facilité l'usage des choses, d'accord, et qui ont transformé le marché. Mais vous avez aussi des innovations qui sont incrémentales. C'est-à-dire que j'ai un produit, puis j'ai la V1, j'ai la V2, j'ai la V3, etc. Et donc je fais monter comme ça les choses. Des innovations qu'on voit aujourd'hui aussi pas mal dans le domaine de la santé, c'est ce qu'on appelle des innovations adjacentes. C'est-à-dire que je prends une innovation dans un autre marché, par exemple l'aéronautique, et je la mets dans le domaine de la santé. Ou je prends une innovation dans le domaine de la santé et j'en fais autre chose. Et puis, il y a une dernière catégorie d'innovation qui est celle en fait, qui va être vraiment de rupture, où là, vous innovez tellement que le marché n'existe même pas et que les gens n'avaient même pas eu l'idée qu'ils auraient peut-être besoin de ce truc-là. Donc c'est vrai que très souvent, on pense souvent sur disruptive ou cette dernière phase, mais globalement, l'innovation, elle est au quotidien avec des acteurs donc, impliqués et elle va justement modifier certaines choses. Et un des points sur lequel je voudrais démarrer, c'est justement, par exemple, sur l'innovation avec organisationnelle, sur la thématique, par exemple, du médico-social. Alors peut-être repréciser qu'est-ce que le médico-social et comment, justement, vous faites de l'innovation avec vos équipes. Oui, en effet. Alors, merci pour cette introduction sur les différents types d'innovation. Alors, le médico-social, c'est vrai que c'est un secteur qui est parfois un peu complexe à appréhender pour les non-avertis. Et ce qui est trompeur, c'est que finalement, c'est pas vraiment du médical et c'est pas vraiment du social. En fait, ce qui caractérise vraiment le secteur médico-social, les établissements et services médico-sociaux, c'est la notion d'accompagnement. Donc, nos établissements ont pour vocation d'accompagner les personnes en situation de handicap ou de fragilité à tout âge de la vie. Souvent, quand on pense établissements médico-sociaux, on va penser EHPAD, donc établissement pour personnes âgées. Mais finalement, c'est beaucoup plus vaste que ça, puisqu'on va avoir aussi de l'accompagnement d'enfants, d'adultes, quel que soit leur type de handicap. Deux éléments clés pour comprendre quels sont les types d'innovations qu'on est en train de mettre en place dans le secteur. Donc des éléments de contexte. Le premier, c'est que depuis en gros les années 2000, on vit ce qu'on appelle le virage inclusif. Alors, le virage inclusif, en fait, ça représente cette approche historique où, en fait, pendant longtemps, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, elles étaient dans des institutions à côté du secteur de la vie ordinaire ou à l'intérieur du secteur de la vie ordinaire, mais dans des institutions qui restaient isolées. Le principe de l'inclusion, c'est d'être tous ensemble et de permettre à ces personnes de prendre part à la vie du secteur ordinaire. Et donc, nos établissements et services, finalement, depuis une vingtaine d'années, ils sont déjà dans un virage qui est un virage inclusif qui vise à trouver des solutions pour permettre ces nouveaux types d'accompagnement. Donc on est vraiment sur des innovations organisationnelles qui étaient déjà en place. Deuxième élément de contexte, c'est la Covid. Donc finalement notre secteur, le secteur médico-social, comme tous les autres secteurs, il a dû s'adapter dans cette période. Et donc les outils numériques sont venus quelque part soutenir ce virage inclusif qui était déjà en place et ces nouveaux usages. Voilà, donc les types d'innovation qu'on va avoir dans notre secteur, ils répondent vraiment aux enjeux du virage inclusif et de ces nouvelles pratiques organisationnelles. En gros, si on veut synthétiser, on peut trouver 4 types d'enjeux, 4 types de catégories, on va dire. Tout ce qui va être, en premier lieu, outils et organisations qui vont permettre et faciliter l'accès aux soins, à la prévention et aux accompagnements. Donc ça va être, on en a parlé un petit peu ce matin, mais tous les outils qui permettent de prendre en charge à distance, donc téléconsultation, téléexpertise, télésuivi, mais aussi ce qui est notre cœur de métier, qui sort peut-être un peu du cadre législatif de la télésanté, tout ce qui va être du téléaccompagnement. Après, deuxième catégorie, on va avoir tous les outils, toutes les organisations qui vont permettre la fluidité du parcours des personnes accompagnées, puisqu'elles ne vont pas être prises en charge dans une seule institution toute leur vie, donc elles vont devoir passer d'un établissement à l'autre. Et donc du coup, on va avoir besoin d'outils de coordination qui seront multipartenaires, puisque nos professionnels du secteur médico-social, ils sont amenés à travailler avec des professionnels d'autres secteurs, sanitaires, éducation nationale, aide sociale à l'enfance, emploi accompagné, bon, j'en oublie certainement.
Troisième catégorie d'outils qui voient le jour, c'est tous les outils en fait, qui permettent de favoriser le lien avec les proches. Alors, dans notre secteur, dans le secteur médico-social, les proches aidants, ils ont vraiment une place active dans l'accompagnement. Et donc tous les outils qui vont permettre de créer finalement un lien avec eux et de leur permettre de participer au projet de la personne accompagnée sont des outils qui vont être très intéressants pour nos accompagnements. Et donc, dernière catégorie, qui finalement est assez transversale et complémentaire avec les 3 premières, ça va être tous les outils qui vont permettre la participation et l'autodétermination des personnes accompagnées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on va avoir des outils qui permettent d'avoir une communication alternative. Donc, vous et moi, là, on discute, on va être en échange verbal. Il y a des personnes qui ne sont pas ou plus en capacité d'utiliser ce langage verbal ou écrit. Et donc, pour eux, on va pouvoir trouver des applications et des logiciels qui permettent d'avoir une autre forme de communication avec, par exemple, des pictogrammes. Et ces outils-là, ils sont hyper complémentaires avec des outils de télémédecine, par exemple. On va trouver aussi dans ce champ-là tout ce qui est domotique, appareillage, etc. Voilà. Alors, du coup, peut-être... Sur la préparation, c'est vrai qu'on avait aussi échangé sur les contraintes qu'a votre secteur, entre autres contraintes économiques. Oui. Qui sont quand même assez fortes. Et puis on avait aussi échangé sur le fait que, on en a un peu parlé sur les précédentes tables rondes, qu'il y a encore aujourd'hui, même dans vos établissements, une désharmonisation ou une harmonisation à faire, on va dire, pour aller vers ce numérique. Oui, alors en effet, donc du coup, je le disais en présentant tout à l'heure, l'ASEI, c'est une association où on a une centaine d'établissements. Et effectivement, en fait, on a une hétérogénéité des pratiques. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que clairement, il y avait certains de nos établissements qui avaient des idées, des projets qui étaient déjà à des niveaux assez matures, et d'autres établissements où on était au balbutiement, où il y avait des outils qui restaient dans les placards, où on avait du mal à passer de l'idée au projet. Et donc, du coup, il nous a semblé nécessaire, nous, de travailler pour qu'on puisse capitaliser. Parce qu'en fait, on observait qu'il y avait dans certains établissements des projets qui marchaient et que finalement on n'en faisait pas profiter les autres établissements au sein même de notre association. Du coup, finalement le travail qu'on a mis en place au sein de l'association, ça a été déjà de faire un recensement des usages, des besoins et des besoins non pourvus, de façon à pouvoir offrir un petit peu de lisibilité, de visibilité sur ce qu'on faisait et ce qu'on avait besoin de faire. Et de façon aussi à pouvoir le communiquer avec l'écosystème. Donc bon, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir dire quels sont les besoins de notre secteur et s'ouvrir aussi pour pouvoir accueillir des idées de l'extérieur et essayer de construire ensemble des projets pour les personnes accompagnées qui vont être à la fois utiles, donc répondre à leurs besoins, mais aussi utilisables en fait. Alors bon, le mot est peut-être mal choisi, mais par utilisable, ce que j'entends, c'est finalement ce que savent nos professionnels, c'est à la fois quels sont les besoins des personnes accompagnées, mais quelles sont aussi les contraintes de nos structures. Une innovation, aussi géniale qu'elle soit, si elle n'a pas été pensée pour être cohérente avec les freins qui peuvent être matériels, qui peuvent être de l'ordre de la formation, qui peuvent être de l'ordre du manque de personnel. Donc si on ne pense pas les outils dans le cadre de leurs utilisations, finalement, ils ne trouveront jamais leur marché. Tout à fait, et c'est vrai que c'est là où l'utilisateur doit être vraiment au cœur de vos innovations. Quand vous avez un produit, vous pouvez avoir une idée géniale, mais la faire seule dans son garage, c'est quand même prendre un grand risque. Quand elle arrive sur le marché, vous voyez que les gens n'attendaient pas tout à fait cette chose-là. Si on parle d'innovation technologique, c'est vrai que SFR, vous êtes sur de l'IoT, sur de la transmission de données. Comment est-ce que ça se passe chez vous? D'ailleurs, en préparant la table ronde, j'ai appris que vous aviez d'autres fonctions que simplement être un opérateur de téléphonie. Racontez-nous un petit peu. Absolument, donc merci Yann. Donc la précision, en fait, compte est toute simple. En étant opérateur, dans un premier lieu, effectivement, d'infrastructures télécom, donc c'est apporter effectivement de la technologie de connectivité auprès de l'ensemble des concitoyens. Donc ça passe aussi également par ce qu'on appelle aujourd'hui le très haut débit, avec de la fibre optique. C'est 23 millions de prises connectées aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Donc il y a un plan fibre qui est en cours de déploiement et qui continue jusqu'à 2022-2023, donc que ce soit sur les zones denses ou les zones moins denses. Mais c'est également aussi, vous apportez aussi également de la connectivité à travers la mobilité.
rapidité. Donc on a aujourd'hui les réseaux 2G, 3G, 4G, demain 5G. C'est 600 antennes aujourd'hui de déployer sur l'ensemble du territoire autour de la 5G. Donc ça a apporté déjà de la connectivité très très haut débit pour l'ensemble de la population. Donc ça c'est toutes les zones denses. Ensuite vous avez les zones moins denses où là effectivement on doit aussi également apporter de la connectivité. Et on l'a vu d'ailleurs avec le pic épidémique et la rupture qu'on a pu sentir d'un point de vue numérique, parce que l'ensemble de la population a dû à un moment donné faire face justement à ce confinement, et donc de devoir se connecter avec les professionnels de santé et de pouvoir partager des dossiers médicaux, hein, qui a une vraie notion de confidentialité, mais j'imagine que ce sera un sujet qui sera abordé un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est d'apporter en fait compte de la connectivité à l'ensemble de la population, et ça passe donc par cette partie opérateur. Donc j'apporte de la connectivité, que ce soit pour les patients, que ce soit pour les professionnels de santé, mais que ce soit aussi également pour les hôpitaux. Donc c'est 3 sujets et 3 catégories sur lesquelles nous avons des groupes de travail aujourd'hui en forte réflexion. Après on abordera aussi également cette notion d'intelligence artificielle, et notamment avec la jonction des big data. Et vous avez une deuxième partie qui est une des composantes phares aussi également de SFR, c'est toute cette partie intégration. Nous avons la technologie de transmission, nous avons cette capacité d'apporter de la disponibilité, de l'engagement autour de la transmission de l'information, mais c'est aussi également d'apporter aussi une brique d'intégration, donc d'avoir une réflexion, que ce soit avec des professionnels de santé, que ce soit avec des hôpitaux, que ce soit avec des patients, parce que vous avez cette expérience utilisateur d'un point de vue grand public qui est quand même très très intéressante, qu'une sorte de plateforme d'incubation très pertinente et qu'on met ensuite en application auprès de l'entreprise. Et vous avez aussi également la simplicité, en tout cas la facilité de gestion au quotidien pour l'ensemble des personnels soignants. Donc cette intégration passe aussi également par 4 briques, je les ai citées tout à l'heure très très rapidement. Donc vous avez cette partie IoT, donc, qui est un vaste sujet, donc le principe de connecter des objets, et vous savez qu'aujourd'hui on est inondé d'objets connectés, et je ne vous cache pas que ce soit dans la vie des patients au quotidien, d'un point de vue ambulatoire, mais que ce soit aussi également au niveau des hôpitaux, il y a de plus en plus d'objets aujourd'hui qui sont connectés, donc il y a aussi également une notion d'éthique et de sécurisation qui est aussi également très importante. Et vous avez donc aussi parallèlement gérer la gestion des réseaux, la gestion de l'ensemble de l'information au sein du cloud. Vous savez qu'SFR Business aujourd'hui est hébergeur de données de santé. Il y a un travail de fond aussi qui est réalisé auprès de la messagerie de santé, MS Santé, donc, où on sécurise effectivement tous les échanges, notamment pour tout ce qui est dossier médical partagé. Donc c'est une notion qui est quand même très très importante. Et vous avez aussi également cette notion de sécurisation de l'ensemble de ces informations-là. Donc ça c'est une brique que vous aurez le plaisir demain de vivre. Il y a 1 ou 2 tables rondes dans lesquelles d'ailleurs SFR Business participe autour de la cybersécurité et notamment dans ce domaine-là. Donc gérer ces 3 briques-là, voilà, c'est les 3 composantes sur lesquelles nous avons cette réflexion. Nous avons de grands groupes de travail qui travaillent sur ces domaines-là. Et puis il y a l'avènement de la 5G qui devrait normalement faciliter beaucoup de choses et qui va créer de nombreux usages. On le vit, nous tous, au quotidien, hein, que ce soit aujourd'hui déjà avec la 4G. Faire un Doctolib, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez aisé. Et d'avoir une téléconsultation, c'est devenu quelque chose d'important. Mais d'avoir aussi également la possibilité de pouvoir suivre la vie du patient, ou en tout cas améliorer la gestion du patient, même lorsqu'il est à son domicile, et de pouvoir avoir une relation, je dirais, quasi temps réel entre les professionnels de santé et le patient pour pouvoir améliorer son quotidien et lui permettre, en fait compte, quelle que soit la pathologie dans laquelle il se trouve, d'avoir un accompagnement en finesse et d'être beaucoup plus efficient dans le parcours de soins. Merci pour cette explication. Jean-Louis, nous, quand on a échangé, on a parlé moi je vais appeler ça un truc, qui n'est ni un produit ni un service, mais qui aujourd'hui fait rêver les investisseurs et qui, pour tout le monde, on va dire, c'est un peu le Graal, qui est, d'ailleurs, Nasser, tu en as parlé, ce qui est l'intelligence artificielle. C'est un grand mot. Souvent, on n'y met pas forcément les bons éléments. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience justement sur l'intelligence artificielle ? Alors, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet. Il y a 3 ans, si on se présentait à la BPI sans dire que son outil avait un petite composante d'intelligence artificielle, c'était difficile de passer la porte. Enfin, on ressortait plus vite qu'on rentrait. C'est un peu en train de passer parce que, évidemment, l'intelligence artificielle, il ne faut pas tout mélanger. Si on dit que c'est automatiser des choses répétitives et sans valeur ajoutée, là, ok, jusque-là, on ne va pas très loin. Alors après, les outils d'intelligence artificielle, on a les outils de base qui sont des outils d'heuristique, qui sont finalement des calculs très, très mathématiques. Et après, on va beaucoup plus loin
avec justement des outils de machine learning, des outils de deep learning, on pourrait en parler longtemps, vous savez, ce fameux outil de deep learning, un peu la boîte noire où on connaît l'entrée, on connaît la sortie, mais on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu. Alors là, évidemment, ce n'est pas fait pour rassurer les utilisateurs que sont les professionnels de santé et les patients. Alors, en tout cas, aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans la santé, elle prend un rôle absolument majeur. Ça, c'est important. Les premiers cas de figure qu'on connaît très bien, c'est évidemment l'analyse d'images en radiologie. Et on sait très bien que là, on est au minimum aussi fiable que nous, les professionnels de santé. Ça, de toute façon, on ne peut pas dire le contraire. C'est beaucoup utilisé en dermatologie et c'est beaucoup utilisé, un exemple, en ophtalmo. J'aime bien le prendre celui-là parce que ça fait le parallèle entre les États-Unis et nous. Il y a 2 ans, aux États-Unis, la FDA, elle a dit quoi? Elle a dit, le système d'intelligence artificielle qui permet de faire le diagnostic de la rétinopathie diabétique, on dit que c'est un système reconnu de diagnostic. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un cabinet d'infirmiers qui acquiert le robot aux États-Unis, il va pouvoir, quand il a un patient en face, et ça sera peut-être le cas un jour en France, et on verra tout à l'heure les garde-fous qu'il faut qu'on mette en œuvre, quand cet infirmier il a devant lui un patient qui est diabétique et pour lequel il veut faire un examen courant de vue, s'il a le robot va dire non par rétinopathie diabétique, ok, il s'en va, et ça pose une question, vous allez voir, et oui, rétinopathie diabétique, et là, au même titre qu'un médecin, il peut l'envoyer voir le spécialiste, l'ophtalmo, qui va aller confirmer ou infirmer le diagnostic et surtout mettre en œuvre le traitement qui va bien. Alors en France, le Code de la santé publique ne permet pas ça aujourd'hui, parce que le Code de la santé publique, il dit le diagnostic il ne peut être fait que par les professions de santé autorisées, les médecins, les pharmaciens dans certains cas, les sages-femmes, bien évidemment. Et ça, c'est en train justement de s'élargir et ça a fait tout l'objet de négociations dans le cadre du Ségur. Alors, qui dit intelligence artificielle dit ça sert à quoi? Alors aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, on la voit beaucoup et c'est important comme de l'aide à la décision des professionnels de santé. Et du coup, cette aide à la décision, elle est hyper importante. Pourquoi ? Parce que vous avez certainement vu passer la loi de bioéthique du 2 ou 3 août, je ne sais pas, 2021, là, de cet été, je ne sais pas si c'était 2 ou le 3. Mais en tout cas, dans la loi de bioéthique, il y a un certain nombre de dispositions sur la bioéthique. Mais ce qui était peut-être moins connu, c'est qu'il y a tout un chapitre sur le numérique. Et sur le numérique, pas que dans la santé d'ailleurs, mais dans la santé, avec cette notion de supervision humaine. Alors la supervision humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je développe un algorithme. Évidemment, si c'est un algorithme sensible, comme ceux qu'on développe chez Bot Design, il est marqué dispositif médical, parce qu'évidemment en France, vous savez, il y a 2 façons de traiter les gens, c'est du très gros raccourci. Mais soit on utilise un médicament, et un médicament en France, il ne peut pas être distribué, même gratuitement, sans une autorisation de mise sur le marché, c'est l'AMM, ou on utilise un dispositif médical. Alors un dispositif médical, c'est une pompe à insuline, un col du fémur, une prothèse mammaire, enfin voilà, vous savez ce que c'est un dispositif médical. Et là, il ne peut pas être utilisé sans avoir un agrément de dispositif médical avec un changement de la loi qui a eu lieu il y a 2 ans et qui est rentré en œuvre l'année dernière. Et les outils numériques, en fonction de leur catégorie, en fonction de leur criticité, vont rentrer dans le dispositif médical. Alors, pour finir avec cette supervision humaine, qu'est-ce qu'on veut en dire? Alors, tout à l'heure, je vous disais, l'algo, là, qui reconnaît les problèmes de rétinopathie diabétique, il va dire, toi, Freiss, on t'a analysé le fond d'œil, il n'y a pas de souci, t'as rien. Ou alors, Freiss, toi, on vient de t'analyser et évidemment, tu vas chez l'ophtalmo parce qu'il y a un problème. Évidemment, le danger de l'algo, il est plus important pour les gens à qui on dit, vous n'avez pas de problème, vous l'imaginez bien, que pour les gens à qui on dit, vous avez un problème. Donc, il vaut mieux dire, par défaut, vous avez un problème, que vous n'en avez pas. Et donc, du coup, ça nous amène à 2 notions. Justement, la validation statistique de ces algorithmes, parce qu'on a des frontières d'incertitude dans le oui ou dans le non, et ça, il faut qu'on les définisse précisément avec les sociétés savantes. Donc, si c'est de la dermato, c'est Société savante de dermato. Si c'est de l'ophtalmo, c'est par la Société savante d'ophtalmo. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, un algo, il ne faut jamais oublier que s'il fait en plus du machine learning,
Nous, c'est le cas dans nos outils de tri en anesthésie, en cardiologie ou dans l'autisme, dans le dépistage de l'autisme. L'algo, quand il fait du machine learning, on n'est pas à l'abri qu'il dérive. Parce que, vous savez qu'un algo, ça c'est un lieu commun, hein, c'est fait à partir de data. Et si l'échantillon de data, un jour, il ne devient pas représentatif, je ne voudrais pas reparler des éléments qui confondent les uns avec les autres, pas dans la santé, mais avec des problèmes de couleur de peau ou autre, de femmes et d'hommes. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, du coup, cette supervision humaine qui exige qu'on mette en place un comité de supervision humaine dans les structures qui font de l'intelligence artificielle un peu élaborée, elle est vachement importante parce qu'elle va garantir aux professionnels de santé utilisateurs et aux patients utilisateurs que la dérive de l'algorithme, elle est maîtrisée, elle est prévenue. Parce qu'un des enjeux de l'intelligence artificielle qui est extrêmement important, comme partout, mais dans la santé aussi, c'est que les patients aient confiance, mais les professionnels de santé aient confiance. N'oublions pas qu'un professionnel de santé qui va vous pas prescrire, puisque pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup de remboursés, mais qui va vous dire utilisez tel outil, et bien comme quand il va vous dire utilisez tel médicament et vous le prescrire, c'est lui qui est responsable. Et donc, évidemment, après, s'il y a un problème, il se retournera vers le fabricant, bien évidemment. Mais en tout cas, il faut qu'on amène aussi bien aux patients qu'aux professionnels de santé toutes les garanties de sécurité de l'intelligence artificielle, de la dérive possible de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est toute la notion de garantie humaine. Et on disait aussi en préparant pour les petites boîtes, vous savez, aujourd'hui, alors pour toutes les boîtes, mais pour les petites boîtes, c'est plus compliqué, évidemment, parce que moins on est nombreux, plus c'est difficile. On a, et c'est complètement logique, l'obligation d'appliquer le RGPD, évidemment, ça va sans dire. Mais également, si vous êtes dispositif médical, vous devez avoir un PRRC, c'est-à-dire une personne qui est chargée de faire de la veille sur la loi du dispositif médical. Et si vous avez de l'intelligence artificielle, ça c'est dans la loi, c'est pas dans la directive encore, mais c'est dans la loi, il faut que ce soit transposé. Vous aurez l'obligation d'avoir dans l'entreprise quelqu'un qui supervise votre intelligence artificielle. Alors du coup, si vous êtes une boîte, tout à l'heure, Jean-Christophe parlait de garage à deux, nous on est dans un grand garage maintenant, mais ça reste un petit établissement quand même. Et du coup, on est en train de travailler avec un certain nombre de gens au niveau national, de manière à essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir, en les formant bien sûr, et si c'est pertinent, rajouter sur la même tête dans l'entreprise le RGPD, le PRRC et toute la partie intelligence artificielle. C'est un vrai enjeu de compétitivité économique française et européenne, et on aura l'occasion d'en reparler avec la région. Je salue encore sa présence. Merci pour cette présentation claire sur l'intelligence artificielle et les enjeux en fait qu'elle amène, qu'ils soient éthiques et aussi réglementaires. Parce que c'est vrai que tu as bien fait de préciser que tous les produits de santé ne sont pas forcément DM. Donc tout à l'heure sur la table auparavant, ils ont parlé du futur store. Je suppose que dans ce store, vous ne trouverez que des DM. Non. Ah non, d'accord. Alors justement, excellente question. Je me permets de rebondir. Excellente question. Un outil qui va faire de la prévention primaire, par exemple, normalement, ce n'est pas un dispositif médical. Donc, dans le store de mon espace santé, pour que l'outil soit reconnu dans le catalogue, il faudra évidemment qu'il montre ses aspects positifs en termes de sécurité, on l'a dit, d'interopérabilité, en termes d'éthique. Évidemment, s'il fait du tri, s'il qualifie que c'est un dispositif médical, il ne pourra pas y être sans avoir le statut de DM, mais s'il n'a pas besoin d'avoir le statut DM, il pourra quand même être dans le store. D'accord, mais il aurait été du coup vérifié, ce qui n'est pas aujourd'hui. Exactement. D'accord, donc ça rajoute de la sécurité sur ces dispositifs qui ne sont aujourd'hui pas contrôlés ou pas vérifiés. C'est fait pour ça. Et justement sur ces flux d'innovation, on voit que à peu près tout le monde peut avoir des idées. Au niveau de votre structure, Julia, qu'est-ce que vous mettez ou qu'est-ce que vous allez mettre en place? J'ai cru comprendre que vous alliez mettre une plateforme, c'est ça, pour encore stimuler plus votre environnement, ou c'est en interne? Comment ça va se passer? Oui, alors c'est en attente, mais c'est déjà bien avancé. Oui, le micro.
Donc nous, du coup, au niveau associatif, ce que je vous disais tout à l'heure, on a du coup fait un travail de recensement des besoins. Maintenant, l'idée, c'est que ces besoins ils puissent remonter de façon plus automatique. Donc du coup, on va mettre à disposition très prochainement pour nos professionnels, mais aussi, et j'y viendrai dans un second temps, pour les professionnels de l'extérieur, une plateforme qui sera disponible sur notre site internet. En fait, ce sera au sein d'un espace qui sera dédié à l'innovation et à la recherche où on va présenter finalement quelles sont les actions qu'on a déjà en cours. Donc c'est notre pépinière de projet. Il y aura une possibilité pour les professionnels de venir nous interpeller en remplissant un formulaire pour présenter leurs idées. Et il y aura également du coup pour une ouverture, en fait, des formulaires qui seront aussi accessibles pour les professionnels de l'extérieur, donc du coup que ce soit industriel, start-up ou plutôt côté enseignement, recherche, et aussi pour les personnes accompagnées directement, donc avec des formulaires un petit peu différents, mais toujours dans cette idée de pouvoir filtrer et qu'on puisse capter des projets qui répondent aux besoins qu'on a identifiés sur le terrain. Voilà. D'accord, merci pour cette ouverture, du coup. Ça va s'appeler de l'open innovation ou est-ce que... C'est un peu l'idée, oui. C'est un peu l'idée. Alors après, du coup, je rebondis sur ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. C'est vrai que dans la qualification, en vous écoutant, je me dis qu'il va falloir qu'on rajoute des critères. Nous, dans l'idée, c'était d'aider surtout nos professionnels à identifier quels sont les différents volets dont ils doivent avoir conscience quand ils montent un projet. Donc, il va y avoir un volet éthique, un volet sécurité, un volet technique, un volet organisationnel aussi, pour pas qu'ils se lancent dans des projets qu'ils vont pas pouvoir réaliser après. Et donc on a des ressources internes, mais on va aussi s'appuyer sur ce qu'il y a à l'extérieur. Et puis finalement, le guichet qu'il va y avoir au niveau national avec toute cette préqualification, elle est hyper utile pour nous parce qu'on n'a pas toutes les compétences en interne, notamment sur tout ce qui est IA. Donc du coup, voilà, c'est de l'open innovation, mais il y a aussi cette idée de pouvoir s'appuyer sur les compétences qui est en externe. Ce qu'on a, nous, c'est la connaissance du public et des organisations, et le reste, du coup, on va aller le chercher. Ouais, c'est vrai que depuis ce matin, j'ai entendu plusieurs fois, c'est co-construire en fait. Ayez toujours ça en tête, c'est plus votre écosystème va être riche autour de vous et plus il y a de chances qu'il réponde, on va dire, à un besoin. Là, on a beaucoup parlé en fait de l'innovation vers les patients, mais en préparant la table ronde avec Nasser, je me suis dit, tiens, est-ce que vous faites autre chose? Et Nasser m'a parlé en fait d'innovation dans le domaine du matériel, et entre autres la traçabilité du matériel, la géolocalisation du matériel. Alors c'est vrai que pendant le Covid, on en a peut-être un petit peu entendu parler, où on ne trouvait plus les respirateurs. Il y en avait, mais on ne savait pas où ils étaient. Du coup, comment est-ce que vous avancez dans ce domaine-là, et qu'est-ce que vous proposez? Alors la réflexion, bien entendu, est très importante, notamment dans le cadre des hôpitaux connectés. C'est une réflexion très en amont. D'ailleurs, on a abordé ce sujet. D'ailleurs, on s'est dit qu'on pouvait s'entraider d'ailleurs dans ce domaine-là. On s'est rendu compte qu'effectivement, à travers les différents échanges qu'on a pu avoir avec les professionnels de santé, et surtout dans le milieu hospitalier, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aujourd'hui référents du marché UniHA, donc l'union hospitalière. Enfin voilà, c'est une centrale d'achat. UniHA, mais aussi également le centre informatique aussi également, la centrale d'achat aussi également dans le cadre des acteurs du monde hospitalier. Et donc nous avons ces réflexions-là aujourd'hui autour de la cybersécurité, parce que ça a été un vaste sujet. Et quand on a atteint les différents pics épidémiques liés justement au Covid-19, ou à la Covid-19, je veux dire dans le bon sens. Il y a eu cette réflexion qui est arrivée là justement de savoir à un moment donné, de savoir tracer où sont l'ensemble des dispositifs médicaux, mais aussi également les appareils médicaux au sein de l'établissement de santé. Et donc voilà, ou à domicile, absolument. Et il y a eu cette réflexion là qui est arrivée à un moment donné où on a, dans les différents échanges qu'on a pu avoir, certains professionnels de santé nous ont fait part, compte de ce qui se faisait à l'hôpital de Stanford aux États-Unis, où ils sont très très en avance justement sur cette partie connectivité au sein de l'établissement de santé, où ils ont quasiment 24 000 appareils connectés dans l'établissement, mais aussi également le personnel de santé est connecté. Les différents appareils sont tous connectés, et donc ça leur permet d'être beaucoup plus efficients dans la gestion au quotidien, et dans la gestion aussi également des urgences lorsque c'est nécessaire. Et il y a eu cette réflexion à un moment donné d'optimiser à travers 3 briques relativement intéressantes. C'était de prioriser à un moment donné l'ensemble des traçabilités liées aux dispositifs médicaux pour tout ce qui est
cellule post-opératoire, bloc opératoire, merci, et réa absolument, mais aussi également les services d'urgence, et ensuite d'aller tracer aussi également le personnel de santé au sein de l'établissement, d'être beaucoup plus efficient aussi également sur cette partie-là, et ensuite aussi également de pouvoir travailler aussi sur tout le système ambulatoire et de pouvoir apporter aussi également de l'information sur où se trouvent les ambulances, où se trouve le patient, d'avoir des patients aujourd'hui qui sont de plus en plus connectés. Vous avez un smartphone, on est tous équipés de smartphones, et donc la possibilité d'avoir à travers des applications la possibilité de remonter des informations directement auprès des professionnels de santé et donc d'être beaucoup plus en contact, quasi temps réel, justement avec cette population-là. Donc cette traçabilité, nous la travaillons au quotidien. Il faut comprendre aujourd'hui que quand on parle de traçabilité, on parle de différentes technologies. Vous avez la technologie, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, très haut débit. Vous avez la technologie bas débit aujourd'hui, et vous avez aussi également la technologie Wi-Fi. Donc chacun apporte à un moment donné, répond à des exigences d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue transmission d'informations, mais aussi également de sécurisation de cette donnée d'information. Des appareils aujourd'hui connectés qu'on retrouve, je dirais, dans notre quotidien. Par exemple, si je prends un brancard ou que je prends un lit ou que je prends un dispositif médical, vous avez parlé tout à l'heure des respirateurs, on n'a pas besoin d'avoir une connectivité haut débit pour pouvoir le tracer. Une simple connectivité bas débit suffit amplement. Et l'avantage de la connectivité bas débit, c'est justement de mieux pénétrer dans les bâtiments. Et donc, ça permet de remonter des informations aussi quasi temps réel. Vous avez aujourd'hui le développement du Wi-Fi. On est tous aujourd'hui baignés de Wi-Fi. Vous allumez votre téléphone, vous avez je ne sais pas combien de réseaux Wi-Fi qui gravitent autour de vous. J'ose pas dire ce qui se passera dans 50 ans si on n'aura pas une partie. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on a cette possibilité aujourd'hui d'avoir du signal et de la proximité de connectivité, de façon très très dense dans les milieux dans lesquels on se trouve. Et donc d'avoir une géolocalisation très précise, quasi au mètre maintenant, voire même, lorsqu'on rentre dans des établissements de santé, on est quasiment même aujourd'hui au centimètre. Imaginez cette possibilité de géolocalisation. Donc cette traçabilité est très importante dans le milieu hospitalier, mais elle est aussi, vous l'avez bien précisé Jean-Louis, à domicile, d'avoir cette possibilité aussi de savoir où se trouve le patient. Il y a eu cette réflexion à un moment donné, un groupe de travail qui a été monté avec Télécom Design autour d'un projet Sacha qui se déroule là en région Occitanie. Je trouve très très intéressant ce projet-là parce qu'il implique aujourd'hui 30 patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson et de pouvoir avoir à disposition des bracelets ou des montres connectées et donc leur permettront de définir, une zone périmétrique dans laquelle on doit avoir l'assurance que le patient ne sort pas. Et de remonter à un moment donné des alarmes et des alertes auprès d'un poste de sécurité ou alors des personnes de confiance, de remonter des alertes leur indiquant que cette personne-là est sortie de cette zone-là, mais aussi également de remonter aussi également ce qu'on appelle des signes de vie. L'ouverture, la fermeture d'une porte, un détecteur de présence, un dispositif d'éclairage aussi également au sein du domicile du patient. Voilà, c'est des remontées d'informations très pertinentes et qui aujourd'hui peuvent nous permettre d'être quasiment dans une gestion temps réel dans l'amélioration de la vie du patient. Et ce n'est qu'un pan, en quelque sorte, parce qu'on a parlé du tensiomètre connecté, on a parlé de la pompe à insuline connectée, des sujets, j'en vois beaucoup. Ouais. Après, avec la prudence qui va bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a vu la canne connectée aussi également. On travaille beaucoup sur tout ce qui est détection de chute. Voilà, ça aussi, c'est des sujets sur lesquels on est très moteur. Il faut comprendre que SFR Business se positionne comme un intégrateur autour de la connectivité. Nous ne fabriquons pas le matériel, nous permettons de remonter l'ensemble de ces informations auprès de plateformes de santé sécurisées qui, elles, ont, et tu l'as bien précisé tout à l'heure, cette intelligence dans la gestion du dossier patient, dans la gestion de la transmission de l'information dite sensible concernant le patient auprès des professionnels de santé et qui permet à un moment donné une amélioration, c'est un cercle très vertueux, une amélioration de la vie du patient, une simplification pour le personnel de santé et bien entendu une sécurisation de l'ensemble des informations. C'est vrai que sur ce numérique, très souvent, on imagine, on va dire, des usages, on va projeter des choses et nous, en tout cas chez Kiomed, la plupart des porteurs de projets qui viennent nous voir, ils nous disent je vais révolutionner mon marché et je vais faire gagner du temps. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un des leitmotifs pour beaucoup de professionnels de santé, c'est la perte de temps ou ce genre de choses. Vous, dans vos 3 expériences, ça c'est plutôt une question ouverte à vous 3, est-ce que le temps est un facteur qui est vraiment prédominant ou est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui sur lesquelles vous projetez vos innovations ? Alors ça, le temps, évidemment, c'est... C'est ouvert
tous les trois. C'est vachement important parce qu'on communique tous sur nos outils numériques font gagner du temps. Alors, oui, c'est vrai, ils font gagner du temps parce que, évidemment, quand un professionnel de santé n'a pas à réadministrer un questionnaire de base sur le poids, la taille, parce que ça a été fait en amont et que, du coup, il a son patient en face et qu'il n'a pas besoin de lui reposer ces questions, oui, ça lui fait gagner du temps. Mais quelquefois, on dit, ce temps gagné, il sert à quoi ? Et donc, du coup, toute la problématique de l'innovation dans le gain de temps, c'est de voir comment est-ce qu'on peut restructurer les filières, restructurer les prises en charge de patients, de manière à ce que cette économie et ce gain de temps, ils soient utilisés soit pour passer plus de temps avec d'autres patients plus compliqués, en triant, entre guillemets, le mot n'est pas beau, mais les professionnels de santé, on l'utilise beaucoup, en triant les patients qui ont moins de problèmes, parce que quelqu'un qui va à une consultation d'anesthésie, qui est jeune et qui n'a aucune allergie et rien du tout, c'est pas la peine de passer 20 minutes avec l'anesthésiste, on le sait. Par contre, quelqu'un qui a une polypathologie, qui va avoir du mal à être intubé, évidemment que là, l'anesthésiste, il va prendre plus de temps. Donc, du coup, cette réallocation du temps, aujourd'hui, c'est quelque chose de majeur parce que, évidemment, les start-upers qui ont des innovations, derrière, c'est pourquoi j'achète votre produit. J'achète votre produit parce que j'ai un retour sur investissement. Et le retour sur investissement en gain de temps uniquement, il est quelquefois compliqué. Alors, évidemment, si on parle de grosses plateformes françaises de prise de rendez-vous, évidemment, le gain, il a été immédiat puisque les professionnels de santé, dans la prise de rendez-vous, souvent, ils n'ont plus de secrétaire. Alors, du coup, là, évidemment, le gain, il a été immédiat. Mais évidemment, on ne le montre pas aussi facilement. Donc, le gain de temps, si on ne veut pas que ce soit tarte à la crème, il faut le documenter. En effet. Et sur le médico-social, où là vous avez des contraintes budgétaires qui sont intenses, nous ce qu'on voit c'est que le gain de temps ça permet aussi de mettre des respirations parfois dans la journée, que ça ne va pas être forcément que de la productivité en plus. Comment est-ce que vous le vivez dans votre domaine ? Je trouve que la question du temps, elle est hyper intéressante. Et alors, avant de répondre à votre question, parce que pendant que vous parliez, ça me faisait penser à autre chose, c'est que finalement, ça peut être aussi l'inverse, les outils numériques. Parce qu'un des enjeux pour nous, c'est de faire en sorte, finalement, que ces innovations, elles vont permettre de faire avec les personnes accompagnées. Tout à l'heure, je vous parlais de tout ce qui était communication alternative améliorée. Donc, si on permet à la personne accompagnée d'exprimer ce qu'elle veut pour son projet de vie, pour son projet de fin de vie, par exemple, ça va prendre un peu plus de temps. Ça va permettre de faire avec, mais en vrai, le professionnel, s'il utilise cet outil, ça va lui prendre plus de temps que s'il le fait tout seul. Et ça, c'est vraiment, dans notre secteur, quelque chose qui est important. Alors, je rétropédale. Votre question, c'était... C'était bien ça. Est-ce que le gain de temps est toujours de la productivité ou est-ce qu'il peut aussi servir parfois de respiration sur des professionnels de santé qui sont en tension Alors, je ne sais pas si ça permet d'avoir de la respiration. En tout cas, sur le type d'outil que je viens de décrire, ça permet de donner du sens. Enfin, ça permet de garder le sens en fait des accompagnements qui sont notre cœur de métier. Après, il y a bien sûr sur tout ce qui est suivi, fluidité du parcours. On le sait en fait, il y a des spécialités médicales dont on a besoin parce que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées parfois sont malades, elles sont aussi parfois des patients, des personnes malades. Du coup, on sait qu'il y a des spécialités qui sont rares et si on a la possibilité alors vous disiez trier, mais en tout cas d'orienter de façon prioritaire les personnes qui en ont le plus besoin, mais finalement on permet à d'autres qui sont aussi dans nos structures ou dans d'autres d'avoir accès à ce soin-là. Oui, non. Ok, écoutez, merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses. Si dans la salle vous avez des questions, oui ? Aisé ? D'accord. Alors, la question est que demain, l'intelligence artificielle pourra réaliser des interventions type chirurgicales ? Alors ça, en moins d'une minute. Oui, mais c'est un vaste sujet, mais c'est déjà le cas. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans le domaine de la chirurgie, elle permet quoi ? Elle permet, à partir d'un IRM, vous savez, cet outil qui permet de voir à l'intérieur de vous, d'aller reconstituer le corps humain. Et par exemple, ça permet aux chirurgiens, pour des enfants,
Parce qu'évidemment, quand on opère Jean-Louis Frey, s'il y a un peu de masse, si on met 2 doigts dans son ventre, ça n'aura pas de, ça va pas trop bousculer les organes. Par contre, si c'est sur un petit garçon de 2 ans ou une petite fille de 2 ans, ça c'est complètement différent. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle permet déjà de guider le chirurgien dans le chemin qu'il va prendre pour aller atteindre tel ou tel organe. Alors aujourd'hui, on en est là, on guide aussi à distance. On a vu des chirurgies qui sont faites à distance et à travers de l'Atlantique avec de l'intelligence artificielle. C'est sûr que moi j'aime bien toujours faire, voyez, le parallèle entre... Parce que quand on est professionnel de santé, on dit non, l'intelligence artificielle, c'est pas pour nous, c'est pas pour la santé. De toute façon, il n'y a rien de mieux comme professionnel de santé. C'est vrai. Par contre, si on fait le parallèle avec l'aéronautique, regardez quand même, un avion, ça se pilote automatiquement. Donc moi, je dis à mes confrères professionnels de santé, si vous ne voulez pas utiliser l'intelligence artificielle dans l'exercice au quotidien, prenez plus l'avion, parce que sinon, vous allez prendre de gros risques. Merci pour cette réponse. On va prendre une autre question. On aura l'occasion peut-être d'échanger encore après, parce que juste après, on va faire un pitch d'un start-upper en fait, qui va nous présenter justement son innovation. Du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? A priori, non. Il n'y en a pas non plus sur les chats. Non plus. C'est qu'on a... Je peux rebondir juste sur un petit truc sur le médico-social? Ouais. Juste en 1 minute. Non, je voulais juste te dire que, en fait, le médico-social, c'est une priorité forte de la DNS et de la feuille de route du numérique en santé, avec des moyens qui ont été alloués. Le médico-social, c'est extrêmement important. Pourquoi? Je vais citer un exemple. Jusqu'à l'année dernière, si vous n'étiez pas professionnel de santé, c'est-à-dire médecin, pharmacien, infirmier, kiné, vous n'aviez pas le droit d'accéder aux outils sécurisés de partage de données autour du patient, et en particulier à domicile. Donc ça veut dire que pour accéder aux messageries sécurisées, il fallait être professionnel de santé. Or, j'aime à répéter, et ça on le partage, que à domicile, quand un patient est à domicile, il voit peut-être l'infirmier tous les jours, quand ça c'est pas très bon signe, en tout cas son médecin généraliste, il ne le voit pas tous les jours. Par contre, la personne qui voit tous les jours, c'est le livreur de repas, et c'est aussi la personne qui vient lui faire la toilette. Et la personne qui vient lui faire la toilette, c'est elle qui va voir si sa plaie diabétique, elle est en train de s'aggraver, ou s'il perd du poids, ou s'il est en moins bonne forme. Et donc, du coup, une grosse innovation dans la feuille du numérique en santé, c'est que ces personnels qui sont à domicile, ils vont pouvoir accéder avec des droits, évidemment, qui sont les leurs, peut-être plus limités qu'un médecin, mais en tout cas, ils vont pouvoir accéder à ces messageries sécurisées et transmettre de l'information sur le patient à domicile. Et ils seront accrédités par l'entreprise qui les emploie. Parce que pourquoi les professionnels de santé ont été habilités? C'était parce que c'est notre ordre qui disait Jean-Louis Frey, c'est bien professionnel de santé, il a une carte, donc il peut s'enrôler. Et donc le médico-social, évidemment, comme il n'y a pas d'ordre, jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Maintenant, ça va être possible parce que c'est l'entreprise qui emploie la personne du médico-social qui va dire Jean-Louis Frey, c'est bien quelqu'un qui fait la toilette à domicile, je m'engage, il est salarié chez moi et je peux l'inclure dans la messagerie. Et ça, je trouve que c'est très important parce que sur la surveillance, dans le bon sens du terme, de la santé des patients à domicile, c'était hyper important que le médico-social rentre dans ces dispositifs-là. Donc c'est des belles innovations. Merci pour ces échanges. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est... alors je ne sais pas s'il est en live ou si... Non, il va être en live, donc je pensais qu'il était en vidéo. Donc c'est Sébastien Bonnet qui va pitcher en fait sur sa solution qui s'appelle Mondordo. C'est ça? Mondordo, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je peux partager le lien. Oui, si. On avait un là, si vous voulez. C'est bon. C'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon. Ouais, bonjour à tous. Du coup, je me présente. Donc moi, je suis docteur en pharmacie. Je suis aussi le président CEO de Mondordo, donc la start-up toulousaine qui ambitionne de réinventer un petit peu la pharmacie. Donc nous, en fait, concrètement, on est parti d'un constat de comptoir, donc quand j'étais pharmacien d'officine, de se dire qu'aujourd'hui, le quotidien des patients chroniques est rythmé par un certain nombre de contraintes. Donc on a des ruptures de médicaments, des allers-retours inutiles à la pharmacie, un manque d'observance, des oublis de renouvellement, des oublis de prendre des médicaments et des prescriptions. Tous ces oublis et ces erreurs, en fait, aujourd'hui, ils entraînent environ 110 000 hospitalisations par an en France,
sont la cause de 8000 décès. C'est 3,5 fois de plus que la sécurité routière, donc que les accidents de la route, et entraîne une perte sèche pour la sécurité sociale d'environ 1 milliard d'euros de médicaments. Donc nous, chez Monordo, on a décidé de réinventer l'expérience des patients en pharmacie pour leur permettre en fait de vivre mieux leur traitement. Donc on est parti un petit peu loin de l'image qui s'est construite des pharmacies depuis environ une trentaine d'années, où aujourd'hui la règle finalement c'est des méga surfaces de vente et des références, et des milliers de références pour des prix bas. Nous, on est convaincus que la pharmacie de demain, là j'ai perdu mon truc. C'est ça. Nous, on est donc convaincus que le quotidien des patients ne devrait pas être rythmé par les contraintes liées à la gestion de leur traitement, globalement. Donc nous, on est parti de là et on s'est dit, OK, en partant de là, comment on peut retravailler l'expérience des patients en officine pour construire quelque chose un modèle de pharmacie qui est serviciel, avec du numérique dedans. Et du coup, on a construit une pharmacie qui prépare et trie les médicaments des patients prêts à l'emploi tous les mois, qui livre les médicaments à domicile, qui renouvelle automatiquement les prescriptions et qui met à disposition des patients, des pharmaciens en téléconsultation, comme aujourd'hui le font très bien les médecins, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notre ambition, nous, derrière, c'est de prendre le virage du numérique en pharmacie et de se dire, aujourd'hui, la société est en train de changer. On est globalement en train de passer sur une économie de service. Et cette transition numérique, elle n'a pas encore été faite en pharmacie. Et nous, on est un moteur sur ce marché-là pour transformer durablement du coup, le modèle et installer un réseau de spécialistes dans toute la France. Donc notre vision sur le futur de la pharmacie, c'est une pharmacie qui est personnalisée, qui est accompagnée, dans lequel la technologie est au service de l'humain et dans lequel les pharmaciens sont recentrés sur finalement leur cœur d'expertise, qui n'est pas aujourd'hui la parapharmacie, mais qui est plutôt le conseil, le médicament. Partant de là, on a donc créé quelque chose de personnalisé pour vous, pour nous, pour vos proches, pour vos parents, pour vos grands-parents, et finalement pour tous les patients qui, à un moment donné, nécessitent d'être accompagnés tout le long de leur parcours de soins. Est un pur produit toulousain, issu de la mêlée et du starter, on a choisi du coup d'implanter notre premier concept à Toulouse. Donc on a implanté la première pharmacie place du Capitole, qu'on inaugure jeudi. Donc pour ceux qui sont intéressés, on a des invitations, donc on vous invite à venir découvrir voilà, ce qu'on a fait depuis ces dernières années. Super, invitation prise, ça sera avec plaisir qu'on viendra voir ce beau travail que vous avez fait. On est presque dans les temps. Merci à tous en fait pour cette participation. Je vous invite à rester, que vous soyez en ligne ou dans la salle. La prochaine table ronde, c'est sur la sécurité des données. On en a déjà un petit peu parlé ce matin, mais je pense que là, on ira encore plus loin justement pour que vous ayez toutes vos réponses. À très bientôt et à très vite.